Bonsoir à tous, ou bonjour et bienvenue dans ce numéro de rattrapage de Focus sur la gestion de projet. Et c'est un numéro de rattrapage du 16e numéro, c'est-à-dire celui du mois de juillet, parce que au cours de l'épisode précédent, malheureusement, notre formateur avait eu un petit problème technique. Et c'est ainsi que nous avons dû arrêter le webinaire en plein milieu. Et donc, pour rattraper cette séance-là, nous avons opté pour la mettre aujourd'hui. Et donc, Focus sur la gestion de projet, c'est un webinaire qui est produit par le chapitre du PMI en RDC et et qui permet chaque mois, à chaque épisode, d'aborder un, un thème de la gestion en relation avec la gestion de projet, un thème sur la gestion de projet, mais de l'aborder en profondeur. Et donc, ce, ce webinaire intervient tous les derniers jeudis du mois, de 19h à 21h. Et donc, comme je l'ai dit, ça, c'est un épisode de récupération. Ça veut dire que le jeudi prochain, nous aurons notre webinaire du mois d'août. Alors, comme d'habitude, nous sommes toujours avec notre formateur, Monsieur André Cavoul. Bonsoir, André. Bonsoir Didier. Alors, André est formateur en gestion de projet. Il est, Ça fait plusieurs années qu'il forme et accompagne les personnes qui se forment en gestion de projet et qui veulent passer la certification, des certifications professionnelles, notamment le PMP. Euh, et André est certifié PMP, Project Management Professional, et il est volontaire au sein du chapitre de la RDC dont il est le président en exercice. En dehors de ça, André est informaticien au sein de l'USAID. Alors, comme prévu la dernière fois, au cours de ce 16e numéro, nous allons approfondir les notions de gestion d'équipe, et notamment en ce qui concerne la gestion d'équipe en phase d'exécution, d'exécution et de maîtrise. Et donc, André va directement commencer ces notions-là. Mais comme d'habitude, on va rappeler, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on va rappeler c'est quoi le PMI, c'est quoi le chapitre du PMI et surtout quels sont les prochains rendez-vous avec le PMI. Très rapidement. Très rapidement, je vais partager mon écran et répondre à trois principales questions. C'est quoi le PMI? C'est quoi le chapitre du PMI? Comment devenir membre du chapitre? Et surtout, pourquoi devenir membre du chapitre? Pourquoi devenir membre ou pourquoi devenir s'engager en tant que volontaire? Excusez-moi. Alors, c'est quoi le PMI? Le PMI, c'est le Project Management Institute, qui est la plus grande association de professionnels en gestion de projet. Et elle existe, pardon, depuis 1969 et elle a été fondée aux États-Unis. Et le PMI a mis en place des standards de gestion de projet euh, qui se sont imposés sur le plan international. Aujourd'hui, le PMI, c'est plus de 700 000 membres et plus de 1 500 000 personnes, plus de 1 500 000 personnes détenant des certifications du PMI. Donc, c'est la plus grande association de professionnels en gestion de projet. Alors, c'est quoi une certification? Une certification, c'est lorsqu'une une organisation atteste d'un niveau de connaissance et de compétence dans un domaine donné. Et donc, le PMI
propose des certifications en gestion de projet. Et ces certifications concernent un peu tous les niveaux d'expérience, aussi bien pour les professionnels chevronnés que pour les débutants ou les étudiants. Alors, voici un panel, un tableau des certificats, des principales certifications du il y a, il y a des certifications, premièrement, des certifications qui ne nécessitent aucune expérience ou très peu d'expérience professionnelle en gestion de projet. Et parmi ces certifications, nous avons ce qu'on appelle le CAPM, qui est la certification orientée étudiant et qui ne nécessite ou débutant dans le domaine de la gestion de projet et qui ne nécessite aucune expérience professionnelle. Mais ce n'est pas la seule. Nous avons d'autres certifications telles que l'indique l'image projetée. Ensuite, nous avons les certifications de plus de 3 ans qui nécessitent une expérience de plus de 3 ans. Et c'est là que nous avons la certification la plus demandée en gestion de projet, qui est le PMP, Project Management Professional, qui nécessite donc un minimum de 3 ans d'expérience, entre autres parmi les critères pour passer cette certification. Nous avons aussi des certifications pour des professionnels chevronnés, c'est-à-dire des professionnels qui ont plus de 8 ans d'expérience dans la gestion de projet. Et parmi ces certifications, nous avons 2 certifications, la gestion de programme et la gestion de portefeuille. En dehors de ces certifications, nous avons ce qu'on appelle les spécialisations, qui sont des certifications dans un domaine précis de la gestion de projet. Nous avons des certifications dans le domaine des risques. Nous avons des certifications pour les projets de construction, PMICP, dont nous avions parlé au début de ce mois. Et nous avons des certifications dans le domaine d'analyse commerciale, dans le domaine des PMO et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui estiment que les certifications sont un peu trop lourdes, qui n'ont pas suffisamment de temps pour préparer une certification, nous avons ce qu'on appelle des micro-formations, des micro-credentials, qui sont des mini-formations dans un domaine précis et souvent connexe à la gestion de projet. Et voici une panoplie de micro-credentials. Nous avons des mini-formations dans le domaine agile, dans la transformation des organisations et ainsi de suite. Nous avons plusieurs micro-credentials qu'offre le PMI. Ce sont des mini-formations qui sont adaptées aux standards de gestion de projet que propose le PMI, mais dans des domaines connexes à la gestion de projet. Alors, aujourd'hui, le PMI est organisé en 8 régions, mais c'est plus de 303 chapitres, plus de 300 chapitres à travers le monde, qui sont répartis dans plus de 222 pays et territoires. Et donc, il est difficile de trouver un pays sans d'aller quelque part, sans trouver un chapitre du PMI présent et existe. Alors, en RDC, le chapitre existe depuis 2017, juillet 2017, c'est-à-dire que le chapitre a 7 ans d'existence et rassemble en son sein tout type de profils, les étudiants, les professionnels et autres, venant de divers secteurs, publics, privés, des professionnels dans le domaine de la construction, des banques et ainsi de suite. Alors, comment devenir membre? Comme toute association professionnelle, le PMI, on distingue 3 types d'engagement. Nous avons le premier engagement, c'est lorsqu'on est membre sympathisant, c'est-à-dire qu'on participe aux différentes activités sans engagement. Et donc, on suit juste les différentes activités du PMI, mais on ne s'engage pas directement. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les membres effectifs. Et donc, comme toute association professionnelle, pour être membre effectif, il faut payer des cotisations annuelles. Et donc, le PMI distingue 2 types de profils. Nous avons les étudiants
pour qui l'adhésion revient à 17 dollars, c'est-à-dire 12 dollars pour le PMI et 5 dollars pour le chapitre. Et nous avons aussi les professionnels pour qui l'adhésion revient à 129 dollars par an, c'est à savoir 99 dollars pour le PMI, 20 dollars pour le chapitre et 10 dollars en frais administratifs. Et tous ces frais sont à payer sur la plateforme du PMI, dont je vais partager le lien à la fin de ma présentation. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur engagement, c'est-à-dire qui ont du temps et de l'expertise à mettre au service de la communauté, nous avons ce qu'on appelle le volontariat. Et donc, pour ceux qui veulent devenir volontaires, qui sont disposés à donner de leur temps et de leur expertise à l'organisation, ils peuvent s'engager en tant que volontaires du PMI. On n'a pas besoin d'être membre effectif, même si l'idéal voudrait à ce que ce soit le cas, mais on est disposé à donner de son temps et de son expertise, ou on est disposé à où on a du temps, mais on veut apprendre auprès de professionnels, et bien, on peut s'engager en tant que volontaire. La deuxième condition pour être membre, peu importe qu'on soit membre sympathisant ou effectif et volontaire, c'est qu'on doit respecter le code d'éthique et de déontologie du PMI, qui repose sur 4 valeurs: la responsabilité, le respect, l'impartialité et l'honnêteté. Alors, pourquoi devenir membre? Pourquoi devenir membre du PMI? Pourquoi devenir volontaire? Le premier avantage, c'est qu'on fait partie d'un réseau, aussi bien au niveau local qu'au niveau mondial. Aujourd'hui, j'ai dit que le PMI est présent dans plus de 222 pays et territoires et est constitué de plus de 300 chapitres à travers le monde. Donc, il est difficile de ne pas aller dans un pays il est difficile de ne pas trouver un pays sans chapitre du PMI. Et donc, et au sein de ces chapitres, ce sont des communautés qui permettent une certaine intégration et un certain réseautage au niveau mondial. Et au niveau local, aujourd'hui, le chapitre compte un peu plus de 155 membres effectifs, plus de 300 membres sympathisants, une dizaine d'organisations partenaires et environ 80 volontaires qui sont là pour travailler au sein du chapitre. Donc, c'est un réseau à la fois local et mondial auquel on a accès. Deuxième avantage, c'est que on bénéficie des ressources. Ça, c'est bien sûr pour les membres effectifs. On bénéficie des différentes ressources du PMI. Nous avons les livres de référence parce que on a dit que le PMI a mis en place des standards de gestion de projet. Nous avons les livres de référence. Nous avons les abonnements à des revues de renom. Nous avons des Harvard Business Review, Forbes, Entrepreneur. Et une fois qu'on est membre effectif du PMI, on a accès à toutes ces revues. On a accès à des articles et à des articles scientifiques. On a accès à des formations, à des webinaires. Et on a accès à des modèles de documents. Pour les personnes qui travaillent dans la gestion de projet, elles n'ont plus besoin de réinventer leurs documents de travail. Elles peuvent juste utiliser les modèles qui sont disponibles sur la plateforme du PMI. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Le PMI a mis aussi en place son outil d'intelligence artificielle qui s'appelle PMI Infinity et auquel les membres effectifs ont accès gratuitement. Et il y a d'autres ressources que je ne peux pas toutes les citer ici, mais ça, ce sont les principales ressources auxquelles les membres effectifs ont accès. Troisième avantage, c'est qu'on a droit à des réductions sur les examens de certification, les micro-credentials, mais aussi des réductions sur les différents événements à travers le monde qui sont organisés aussi bien par les chapitres que par l'organisation elle-même. À titre d'exemple, nous avons l'examen de certification du PMP qui revient à 284 dollars pour les membres
et 575 dollars pour les non-membres. L'examen du CAPM, c'est 158 dollars pour les membres et 210 dollars pour les non-membres. Et là, on parle bien des membres du chapitre de la RDC, parce que pour d'autres chapitres, les prix peuvent être légèrement différents. Enfin, pour ceux qui sont volontaires, être volontaire, comme on a dit, on donne, on met, on donne de son temps et de son expertise à l'organisation des activités du PMI. C'est donc, ça donne l'occasion d'apprendre et d'emmagasiner de l'expérience auprès de professionnels et surtout si on occupe une, un poste officiel, on peut le mettre en valeur sur son CV. Je rappelle que ici que les postes de vice-président sont ouverts. Je ne sais pas s'ils sont encore ouverts, mais il y aura bientôt des élections pour les postes de vice-président au sein du chapitre du PMI-RDC. Voilà un peu les, les principaux avantages auxquels ont droit les membres effectifs du PMI. Alors, pour finir, une statistique, on a dit que le PMI, c'est plus de 700 000 membres à travers le monde, plus d'1 million de personnes certifiées, mais en RDC, on compte environ que 80 personnes certifiées. En sachant qu'il y a des personnes qui ont plus d'une certification. Alors, le prochain rendez-vous du PMI, Euh, très souvent, on pose la question de savoir à quand les prochaines formations en gestion de projet. Aujourd'hui, il y a un partenaire qui va organiser 2 formations. Il s'agit du partenaire du chapitre qui s'appelle K majuscule et qui offre les certifications qui offre, pardon, prochainement les formations en gestion de projet. Il s'agit nous avons deux sessions de formation. Il s'agit du 24 au 25, de 9h à 15h chaque fois, et puis du 31 au 1er septembre. 31 août au 1er septembre, toujours de 9h à 15h. Et ce sont des formations qui peuvent permettre qui s'aligne aux standards de gestion de projet du PMI. En dehors de ça, nous aurons le jeudi prochain, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le jeudi prochain, nous aurons notre focus sur la gestion de projet pour le mois d'août. C'est le dernier jeudi du mois. Et donc, toujours de 19h à 21h, vous aurez droit à un webinaire de formation. Et donc, pour ceux qui ont envie de suivre ces formations, je partagerai le numéro de contact pour les personnes intéressées. Enfin, euh, voici les coordonnées du chapitre que je partagerai dans le chat pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Merci à tous pour votre attention. Je vais laisser la parole très rapidement à André pour qu'il puisse donner la session de formation. Je vais juste rappeler que pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans le menu questions et réponses. André, à toi la parole. OK, merci Didier. OK. Bonsoir à tous. Donc, on n'a pas pu finir la fois dernière, on va poursuivre aujourd'hui. Disons, on va reprendre à partir d'un certain niveau pour nous permettre d'avoir une bonne suite d'idées. Donc, on avait dit qu'aujourd'hui, on allait comprendre le cycle de vie d'une équipe projet et on allait voir comment acquérir les ressources humaines, comment former une équipe projet, comment consolider un groupe. Pour me présenter, donc ça c'est ma présentation.
C'est mon nom. Je vis entre Kinshasa et Lubumbashi. Je suis informaticien, ingénieur informaticien à l'USAID. À part ça, je suis président du chapitre PMI, comme il a été mentionné par Monsieur Didier. Et je suis enseignant du cours de gestion de projet, je suis formateur, je suis consultant aussi en gestion de projet. Il y a des entreprises qui m'utilisent comme consultant pour conduire leurs projets. Je suis certifié PMP et ça fait 19 ans que je suis dans la gestion des projets. J'ai réalisé près de 50 projets dans le monde des entreprises comme dans le volontariat. Et ces projets ont des tailles diverses. Il y a même des projets de plus gros budget qui vont jusqu'à des millions de dollars américains. Donc, on ne va pas rappeler aujourd'hui ce qu'est un projet parce que c'est quelque chose dont on avait parlé déjà à la séance précédente. On va directement commencer au cycle de vie d'une équipe projet. On va parler de la formation et de la confrontation dans l'équipe projet. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas parler de ce qu'est un projet, on va directement parler du cycle de vie d'une équipe projet. L'équipe projet, ce sont les personnes qui sont censées réaliser le travail. Projet, bon, pour beaucoup de gens, projet, c'est écrire une suite d'activités, écrire que nous allons faire ça, 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 ça. Ce n'est pas ça, projet. Ça, c'est une partie du projet. Ce n'est même pas la planification, c'est l'initialisation. C'est juste présenter comment sera le projet. Le projet, c'est faire ça, c'est planifier quand est-ce que nous allons le faire, avec qui nous allons le faire, ainsi de suite. Et c'est le réaliser. Avec qui est-ce que nous allons travailler dans ce projet? Avec qu'est-ce que nous allons réaliser dans ce projet? La réponse, c'est l'équipe projet. L'équipe projet, ce sont les personnes qui ont le rôle de réaliser le travail. Le travail qui va nous permettre de créer les résultats du projet. Le travail qui va nous permettre de créer maintenant les résultats du projet. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être tout autre résultat. C'est ça l'équipe projet. Donc, l'équipe projet est le cœur de la réalisation d'un projet. On doit avoir une équipe projet pour réaliser un projet. Sans équipe projet, on ne va réaliser aucun projet. On ne va réaliser aucun projet. Et l'équipe projet est constituée de personnes. Les personnes sont des êtres humains. On les appelle les ressources humaines. Quand est-ce qu'on est une ressource humaine d'un projet? On est une ressource humaine d'un projet quand on a au moins une tâche à exécuter dans un projet. Le projet peut avoir plusieurs tâches. Dès qu'on a au moins une tâche à exécuter, on devient une ressource humaine dans un projet. Qui peut être ressource humaine dans un projet? Premièrement, c'est toute personne qui possède une capacité pour réaliser un travail. Pour posséder une capacité, il faut avoir une compétence pour réaliser ce travail-là. Si c'est un travail de construction, il faut avoir une compétence pour construire. Si c'est un travail de installation électrique, il faut avoir cette compétence-là. Si c'est un travail de projet de loi, des procédures, il faut avoir cette compétence-là. Donc, celui qui a cette capacité pour réaliser ce travail est une ressource humaine. Le chef de projet aussi peut être une ressource humaine. On a beaucoup de projets dans lesquels le chef de projet est aussi celui qui exécute certaines activités. On ne va pas se dire, non, moi je suis chef de projet, je ne touche pas aux tâches. Non, on vous a confié le projet. Il faut que le projet réussisse. Pour que le projet réussisse, il faut réaliser, il faut exécuter. Donc, si vous n'avez pas de ressources, peut-être que c'est vous-même qui allez exécuter les tâches.
Certaines parties prenantes peuvent aussi devenir des ressources humaines. Par exemple, les experts. Les experts peuvent devenir des ressources humaines dans un projet parce que les experts maîtrisent le savoir-faire. Ils savent comment on fait un travail. Les experts peuvent vous aider à réaliser des tâches, et à exécuter des tâches et à réaliser des livrables. Donc, dans une équipe projet, on peut avoir plusieurs équipes. On dit équipe projet, c'est un terme générique, mais on peut avoir plusieurs équipes. On peut avoir une équipe des maçons, on peut avoir une équipe des électriciens, on peut avoir une équipe des plombiers, on peut avoir plusieurs équipes dans une équipe projet. Quand est-ce qu'on forme une équipe? Quand est-ce qu'on commence à constituer notre équipe projet? Premièrement, on peut la constituer pendant la phase de démarrage du projet, pendant l'initialisation. L'initialisation, c'est l'étape pendant laquelle nous sommes en train de démarrer notre projet. Nous démarrons notre projet en essayant de récolter quelques risques majeurs du projet, les objectifs du projet, les parties prenantes du projet, et on produit pendant cette étape-là un document qu'on va appeler la charte du projet, ou ça peut être la vision du projet. Ce document explique en long et en large qu'est-ce que ce projet va faire et ce projet va résoudre quel problème. On produit ce document pour que ce document soit approuvé par ceux qui vont nous financer, par ceux qui vont nous permettre d'avoir des ressources. C'est ça l'initialisation, c'est ça la phase d'initialisation. On peut former l'équipe pendant l'initialisation, donc pendant qu'on cherche à avoir les approbations. Pendant l'initialisation, qui entre dans l'équipe projet? On peut avoir des experts parce que ce sont les experts qui vont nous dire Ce sont les experts qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Les experts maîtrisent mieux ce qu'il faut faire. On peut avoir des parties prenantes qui deviennent ressources. On peut avoir des fournisseurs de ressources et on peut avoir des chefs d'équipe au moment de l'initialisation. Nous préparons notre projet, nous voulons qu'il soit accepté pour qu'on puisse planifier et on peut avoir ces gens dans notre équipe projet pour nous faciliter d'accepter. Quand est-ce qu'on peut former l'équipe? On peut aussi former l'équipe pendant la planification. Donc, on a déjà accepté. On a déjà dit, OK, travaille sur ce projet. Travailler sur ce projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer directement à réaliser. On doit d'abord planifier. On doit d'abord savoir, on va réaliser comment, quand, avec qui. Pendant cette étape-là, on peut former l'équipe projet. On va former notre équipe de planification, par exemple, ceux qui vont nous aider à planifier. Peut-être que nos adjoints ou nos collaborateurs, on va les recruter à ce moment-là. Les chefs d'équipe, on peut les recruter aussi au moment de la planification. Si on ne l'a pas fait pendant l'initialisation, on peut les recruter au moment de la planification. Les fournisseurs de ressources, on peut les recruter au moment de la planification. Les experts, les parties prenantes, ainsi de suite. Disons, le troisième moment où on peut constituer notre équipe, et c'est le moment où on constitue le plus une équipe projet, c'est pendant la phase d'exécution. C'est-à-dire qu'on a déjà obtenu les autorisations, on a déjà planifié. Maintenant, on veut réaliser le projet. Pendant la phase de réalisation, on peut aussi constituer une équipe projet. Dans ce cas-là, on va recruter maintenant les ressources humaines proprement dites, ceux qui vont faire le travail proprement dit de réalisation. On va recruter des contractants, des sous-traitants, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous avons trois étapes pour recruter pour former notre équipe. On peut former une partie de l'équipe, tout comme on peut former l'équipe pendant l'initialisation.
On peut former une autre partie de l'équipe, tout comme on peut former l'équipe pendant la planification. On peut former une autre partie de l'équipe, tout comme on peut former l'équipe pendant l'exécution. Comment maintenant vit une équipe pendant un projet? Une équipe vit essentiellement selon le modèle de Tuckman, Bruce Tuckman. Quand vous cherchez Bruce Tuckman, vous cherchez Bruce Tuckman Human Resource Model sur Google, vous allez voir ces étapes. Une équipe vit en fonction de ces 5 étapes. La première, c'est l'étape de formation de l'équipe. Donc, la première étape, c'est quand on commence à former l'équipe. On constitue notre équipe. Qui doit faire partie de l'équipe? Quel rôle il va jouer dans l'équipe? Ainsi de suite. La deuxième, c'est l'étape des turbulences. L'équipe est constituée de personnes différentes. Les personnes ont des provenances différentes, des éducations différentes. Les personnes ont des objectifs différents. Il y a des turbulences. On ne s'accorde pas sur beaucoup de choses. La troisième étape, c'est la normalisation. Après les turbulences, on réalise qu'on ne s'accorde pas sur beaucoup de choses. On commence à normaliser. On commence à mettre en place des normes, des garde-fous qui vont nous permettre de travailler ensemble. On n'a pas le choix. On doit travailler ensemble. On est différents, mais on doit réaliser le projet ensemble. On n'a pas le choix. La quatrième étape, c'est l'étape de la performance. On commence maintenant à faire le travail de réalisation. On commence à travailler, on fait ce qu'il y a à faire dans un projet. Et la dernière étape, c'est la libération des ressources. On a fini ce qu'on devait réaliser. Comme on a fini ce qu'on devait réaliser, on peut libérer les ressources. Le projet est terminé. Comme le projet est terminé, on peut libérer les ressources et on peut, les ressources peuvent s'occuper d'autres choses. La normalisation, la performance et la libération des ressources, nous en parlerons la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous parlons de la formation et des turbulences. Donc, on commence par la formation. C'est quoi la formation d'une équipe? Former une équipe, c'est ce qu'on veut acquérir, les ressources nécessaires pour le projet. C'est-à-dire que la formation, c'est le moment où on commence à recruter nos ressources. On commence à les acquérir. On voudrait, en tout cas, avoir les bonnes ressources pour nous permettre de réaliser notre projet. Qu'est-ce qui nous permet de former une équipe? Premièrement, le plan de gestion des ressources humaines. Quand vous suivez les numéros précédents, on a parlé du plan de gestion des ressources humaines. On a dit que pendant la planification, on doit planifier la gestion d'effectifs, on doit dire de qui on a besoin, de combien de personnes de ce profil-là on a besoin. On va parler de la matrice Raki. On a parlé de la matrice Raki. On a dit que la matrice Raki déterminait les rôles et les responsabilités des ressources humaines. Celui-ci, pour cette tâche-là, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est rédévable? Ainsi de suite. Deuxièmement, ce sont les disponibilités des ressources humaines qui nous permettent de former une équipe. Si une ressource n'est pas disponible, même si elle répond à tous les critères possibles, elle n'est pas disponible, on ne va pas l'utiliser. Est-ce qu'on a assez de ressources internes pour faire notre projet? Est-ce qu'on a assez de contractants? Ainsi de suite. Le troisième élément qui nous permet de former une équipe, c'est la réglementation de l'environnement. Le code du travail. Est-ce que le code du travail nous permet de former une équipe? Est-ce que le règlement d'ordre intérieur nous permet de former une équipe? Est-ce que les procédures nous permettent de former une équipe? Le quatrième élément, ce sont les ressources financières qui sont disponibles. Si on n'a pas de ressources financières, on ne sait pas avoir beaucoup de ressources humaines. Parce qu'on doit les payer. Les ressources humaines ont un coût. Même si on ne les paye pas,
il y a des choses qu'on doit supporter pour ces ressources humaines. Il y a un coût qui accompagne les ressources humaines. Le cinquième élément, ce sont les compétences disponibles. Avoir une disponibilité de ressources ne nous garantit pas d'avoir les compétences qu'il faut pour ces ressources. C'est qui forme l'équipe projet? C'est le chef de projet. Il forme l'équipe projet. C'est lui qui a la responsabilité d'avoir son équipe projet. Parce que s'il ne forme pas son équipe, bon, écoutez, comment il va travailler avec qui? Mais quand le projet est grand, il peut déléguer. Il peut avoir des collaborateurs à qui il donne la charge de former leurs équipes. Mais ça reste sa responsabilité. Euh, mais s'excuse, il y avait un problème de connexion. Donc, on peut développer des ressources humaines. Ces ressources humaines n'avaient pas, ces ressources humaines n'avaient pas de compétences pour un travail. Et puis, on leur donne ces compétences-là. On les développe afin de leur permettre d'avoir ces compétences. On peut aussi obtenir des ressources humaines par réinsertion. De façon, on va expliquer tout ça. On peut aussi avoir des ressources humaines par appel. On peut avoir des ressources humaines par sous-traitance. Et enfin, on peut avoir des ressources humaines par intelligence artificielle. Donc, on va développer sur chaque méthode d'avoir des ressources humaines. Le recrutement, c'est la première méthode dont on a parlé. Le recrutement, c'est le processus complet qui va de l'identification des ressources qu'on souhaite avoir, l'acquisition des ressources qu'on souhaite avoir, filtrer les ressources qu'on souhaite avoir, la sélection et l'interview. Donc, on passe par tout ce processus pour obtenir des ressources pour le projet. Comment se fait le recrutement? Au fait, c'est le même principe qu'en entreprise. Le chef de projet ou le directeur des ressources humaines ou l'équipe, donc le directeur des ressources humaines passe par l'équipe de recrutement. Ça peut être aussi un service public d'emploi. En RDC, nous avons l'ONEM qui nous permet de faire le recrutement des personnes. On peut aussi avoir une société de placement. C'est la pratique qui est la plus courante actuellement. Les entreprises utilisent une société de placement qui va recruter pour eux. On peut avoir aussi des cabinets de consultance. On peut aussi avoir l'intelligence artificielle qui peut nous aider à recruter. Dans l'intelligence artificielle, on peut utiliser des chatbots pour recruter. Les chatbots, ce sont des chats automatiques. Quand j'écris à un numéro qui a un chatbot, je reçois une réponse automatique. Ça peut me faire beaucoup de questions, je réponds, ainsi de suite. Le recrutement peut prendre 2 semaines à plusieurs mois. Parfois, ça peut aller même jusqu'aux années.
Ça dépend d'une entreprise à une autre. Il y a des entreprises où ça va jusqu'à des années. Il y a des entreprises et des rôles pour lesquels on prend juste 2 semaines ou 6 semaines. Ça dépend. Et la procédure varie d'une organisation à une autre. Ça, je l'ai dit. Dans la procédure, on inclut les bases. Premièrement, on analyse le travail. C'est quoi le travail qui doit être fait? C'est quoi le profil requis pour réaliser ce travail? Qu'est-ce qui définit le profil? Il y a ce qu'on appelle les KSEO. Donc, knowledge, le savoir, skills, les compétences, ability, aptitude, other characteristics, les autres caractéristiques. Donc, pour comprendre le besoin, on doit définir les KSEO. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la procédure? On peut lancer un appel à candidature, c'est-à-dire que à ce moment-là, on commence à recevoir les candidatures. On commence à recevoir des choses qui vont faire que nous ayons des choses qui vont faire que nous puissions recruter nos ressources. Ensuite, on fait le filtrage. Les candidatures, on peut en recevoir 500. On va filtrer. On doit avoir les candidatures éligibles. Donc, on n'entre pas dans les détails. On voit s'il a rempli tous les critères, on le range comme candidat. S'il n'a pas rempli tous les critères, il va parquer dans la parcelle. Mais bon, il parque normalement comme tout le monde, quoi. Ensuite, il y a la phase de sélection. La phase de sélection fait une shortlist des meilleurs candidats. Donc, euh, pour la shortlist, on va faire la shortlist en fonction des tests psychotechniques, des tests professionnels ou même des interviews pour nous permettre de réduire le nombre de candidats éligibles. Et dans l'interview, on va s'entretenir avec les meilleurs candidats. Ensuite, il y a le choix final et les engagements. Nous avons choisi les candidats, on a suivi l'interview, on a vu les tests, ainsi de suite. Alors, on estime que celui-là peut gérer. On choisit maintenant les candidats et puis on signe avec eux un contrat. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui montre les problèmes fréquents dans les recrutements? Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'effet halo. L'effet halo, c'est un biais cognitif, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai une première impression sur le candidat. Je me dis, celui-ci, c'est un bon. Donc, les tests, les interviews qu'il va faire, pour moi, c'est un bon. Quand il fait les interviews, même s'il se plante, parce que j'étais convaincu qu'il était un bon, pour moi, c'est un bon. Il continue d'être un bon. Je lui donne tout, et puis il rate le projet. Donc, ça, c'est un exemple de, un exemple d'effet halo. La corruption. La corruption, c'est favoriser un candidat. Et ça, c'est compliqué. Parce que si vous favorisez un candidat, il n'y a plus de critères objectifs. On ne suit plus tous les candidats de manière objective. On peut même recruter quelqu'un qui n'est pas compétent.
Troisièmement, on a le manque de candidats qualifiés. Le manque de candidats qui peuvent, le manque de candidats qui peuvent nous, donc le manque de candidats qui peuvent faire le travail, quoi. Ensuite, on a la concurrence des autres entreprises. La concurrence fait que les candidats qu'on voulait avoir, il y a les autres aussi qui les veulent. Donc, on ne sait pas avoir ces candidats-là. Ensuite, on a un processus qui est trop long. C'est-à-dire que tout ce qu'on écrit, tous les processus, c'est trop long et on ne sait pas évoluer. Enfin, on a une mauvaise sélection. Donc, voilà les problèmes qu'on rencontre pendant le recrutement. Affecter, donc, c'est assigner un nouveau rôle. Et la ressource fait déjà partie de l'équipe projet, mais on lui donne un nouveau rôle. Quand est-ce qu'on utilise l'affectation? Quand la procédure de recrutement est longue. Au lieu d'avoir nos ressources par recrutement, le projet est urgent, on va, on va procéder aux affectations. On va utiliser les ressources que nous avons pour procéder aux affectations. Quand la politique d'acquisition des ressources privilégie l'affectation, il y a des entreprises où on ne veut pas dépenser dans les ressources externes. Alors on dit, utilisez seulement les ressources internes. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, euh, on aura une affectation et ils ne seront pas dérangés. On utilise l'affectation quand on a les soucis de développer les ressources humaines. Développer une ressource humaine, c'est lui apprendre plus que ce qu'elle fait. Si j'ai le souci d'apprendre aux ressources humaines plus que ce qu'elle fait, on va les développer. Quels sont les risques de l'affectation? Premièrement, on a parlé de l'effet halo. On a parlé de dégarnir de dégarnir la commission, la commission, donc on peut se retrouver à dégarnir les ressources qui travaillaient avant, qui occupaient un rôle. Maintenant, on les a récupérés dans un autre rôle. Le travail qu'ils faisaient avant peut se retarder. La mobilisation, ça vient du domaine militaire. Là, c'est-à-dire qu'on assemble, on forme des professionnels qui vont répondre à une situation urgente. Donc, nous sommes dans un projet, il y a une situation urgente où nous ne pouvons aller plus loin. La mobilisation, les armées utilisent toujours une logique des réservistes, des gens dont ils ont les identités. Et quand ils utilisent, euh, quand on utilise ces réservistes, les réservistes seront présents et disponibles en cas de problème de ressources. C'est très en vogue, la notion de mobilisation dans les organisations, parce que ça permet de juste assigner quelques personnes qui travaillent pour l'organisation pour leur permettre d'avoir des ressources. Et aussi, c'est très souvent accompagné des formations pour ces ressources, cette phase.
On utilise la phase de mobilisation pour les projets qui sont très importants, comme les projets urgents, euh, toute situation de crise, ou ça peut être dans un projet. Le développement professionnel, c'est savoir améliorer ses connaissances, ses compétences au niveau professionnel. Améliorer les connaissances, c'est avoir plus de maîtrise sur toutes les connaissances, sur tout ce qu'on connaît. Et plus on montre le savoir-faire, plus on a de l'aptitude, plus on va faire avancer le projet. Au milieu professionnel, ce que les professionnels visent, c'est avoir un meilleur statut. Le statut qu'il a, il trouve que c'est peu parce qu'il a un statut de CN1 qui est de 4 200 $. Il trouve que c'est peu de lui donner. Donc, il trouve que c'est peu et, et puis voilà. Donc, le développement, c'est améliorer son niveau professionnel. Cette initiative est réservée aux décideurs, c'est réservé aux chefs de projet. C'est, ce sont, c'est les décideurs et les chefs de projet qui décident s'il faut un développement des ressources ou non. Mais sinon, c'est ouvert à tout celui qui travaille à un projet. Plus une ressource se développe, plus elle devient productive. Parce qu'elle a appris, elle maîtrise maintenant mieux le travail qu'il faut faire. Elle va faire le travail convenablement. Comment on développe des ressources? Premièrement, on organise des formations. Il y a plusieurs sortes de formations, internes, externes, certifiantes. Deuxièmement, on organise le mentorat. Enfin, dernièrement, on organise les ajouts des responsabilités. La réinsertion, c'est réintégrer des ressources. Ce sont des personnes, les personnes qu'on réinsère sont des personnes que la société a récalées. Donc, la société ne fonde plus son avenir sur eux. La société s'est retrouvée. Alors, alors la société, dans ce cas-là, alors ces personnes, dans ce cas-là, devront passer par des procédures, par la loi, la législation du pays, pour pouvoir être réinsérés. Ces personnes sont principalement dans, euh, ces personnes sont principalement dans des foyers de détenus, dans des camps des militaires. Donc, comprenez par là que lui, l'opération, euh, donc, comprenez par là que euh, l'opération se fait accompagner par la loi du pays. Le principe de la réinsertion, c'est ramener des personnes qu'on avait déjà exclues de la vie courante, comme les gens qui font l'armée, comme des malades mentaux, des prisonniers. Ils ne sont plus dans la vie courante. Maintenant, les réintégrer en leur donnant des rôles pour qu'ils apprennent un travail.
La formation accompagne souvent la réinsertion parce que ce sont de nouveaux métiers que les ressources ont, ce sont de nouvelles compétences que les ressources ont. Et le programme de réinsertion dépend maintenant de la législation d'un pays. Ça dépend aussi des règles de l'organisation. Peut-être que on doit pouvoir, on doit pouvoir, euh, on doit pouvoir se présenter cette année. Si c'est pour, euh, si c'est pour une ressource qui a besoin de 3 semaines, on va devoir attendre 3 semaines. L'appel à volontaires. Les volontaires, c'est toutes ces personnes qu'on accepte pour réaliser un travail. Mais ces personnes réalisent le travail par leur propre volonté. C'est-à-dire qu'elles n'attendent pas qu'on les paye pour qu'elles réalisent le travail. Pourquoi un volontaire peut vouloir venir travailler? Parce que le travail, c'est sa passion. Parce que le travail veut aider pour que tout ça puisse se faire. Le volontaire peut contribuer à la réalisation d'une cause. Il peut vouloir faire ce travail parce qu'il contribue à la réalisation d'une cause. La cause, ça peut être, par exemple, zéro déchet. Ça peut être euh, fin des rites. Le conducteur peut condamner ça. Le volontaire veut faire le travail parce qu'il veut aussi contribuer à la réalisation d'une cause. Ces appels ressemblent aux mobilisations. C'est-à-dire que on va passer des annonces, on va présenter les bénéfices du volontariat. Si les gens sont partants, ils vont postuler et on va les recruter. Ce sont souvent des rôles à temps partiel ou à durée vraiment déterminée. La sous-traitance peut s'appeler aussi externalisation. On parle en anglais de outsourcing. Ici, on confie les responsabilités aux partenaires externes à l'organisation. Donc, on confie les responsabilités à ceux qui ne sont pas de notre entreprise. Et comment on conclut pour une sous-traitance? On le fait par signature. C'est-à-dire que nous allons tous signer. Nous allons tous signer pour nous permettre euh, de valider la candidature qui nous est proposée. Quand on a des tâches spécifiées, l'entreprise partenaire peut fournir des ressources et peut s'occuper de leur recrutement. Donc, nous, on va rester. Donc, voilà. Souvent, on utilise la sous-traitance dans les projets urgents. On n'a pas le temps de former nos ressources, on n'a pas de temps à perdre. On prend les ressources qui savent déjà faire le travail. Et là, c'était pour parler de comment former une équipe. On peut combiner plusieurs méthodes d'acquisition. La méthode idéale, c'est le recrutement. Parce que dans le recrutement, on a le contrôle. Je sais qui je recrute. Je sais si ceux que je recrute vont faire le travail qu'il faut.
Quand est-ce qu'on va faire l'affectation? Quand on aura des temps de contraintes, et des contraintes de temps et des contraintes financières qui compliquent. Mais sinon, euh, quand un projet est top secret ou confidentiel, quand un projet est là, on peut aussi signaler ce genre de problème. Quand est-ce qu'on mobilise les ressources? Dans les organisations, on a déjà des ressources. On a appelé des réservistes. Et l'exécution doit démarrer le plus tôt possible pour un projet critique pour l'organisation. Quand est-ce qu'on développe les ressources? Quand on sent qu'on a beaucoup de talents parmi nos ressources, on a des futurs décideurs parmi nos ressources, alors on commence à les préparer. On fait une politique de développement, on dit par exemple dans 2 ans, toi, tu ne seras plus volontaire comme ça, tu seras directeur comme ça. Quand est-ce qu'on réinsère les ressources? Dans les projets d'intérêt public communautaire, on utilise souvent une politique de réinsertion. On va prendre les prisonniers qui ont fait moins d'autant d'années. On va prendre ceci, on va prendre cela. Quand est-ce qu'on peut faire appel aux volontaires? Quand c'est un projet de développement communautaire, quand c'est un projet humanitaire, quand on a des ressources qui sont prêtes à défendre une cause. Enfin, quand est-ce qu'on va sous-traiter? Quand on constate que ce sont des tâches qui demandent beaucoup d'expertise et pour les tâches qui demandent, pour les tâches qui demandent beaucoup d'expertise, pour les tâches qui demandent beaucoup d'expertise, au lieu de traîner avec nos équipes, nous allons plutôt voir comment les développer. Donc là, c'était pour parler de la formation. Maintenant, nous allons parler des turbulences. Les turbulences, on en parle parce que nous, dans nos projets, nous avons des ressources qui n'ont pas, qui, donc, nous avons des ressources qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Chacun travaille pour soi. Et ceci, ça a fait que entre les membres de l'équipe, il y a des cultures différentes, des valeurs différentes, des personnalités différentes. On va arriver au niveau où on commence à se méfier. Et les conséquences quand on commence à se méfier, on a un taux élevé de conflit, la communication n'est pas bonne, et puis on ne coordonne pas nos efforts, on ne collabore pas, et donc il n'y a pas de cohésion. On va parler de l'induction. L'induction, en anglais, on peut appeler ça parfois onboarding. C'est la période où nous commençons à intégrer une ressource dans une équipe projet. Nous l'avons acquise. Maintenant, nous voulons l'intégrer dans l'équipe projet. Dans l'induction, qu'est-ce qu'on a dans l'induction? On va présenter le projet. Le projet va faire ça, ça, ça. On va présenter l'organisation qui dirige ce projet. L'entreprise qui dirige ce projet fait ça, ça, ça. On peut avoir des formations de base.
Donc, on peut avoir des formations de base, comment on a aussi la présentation des attitudes et des comportements à adopter. Donc, on présente l'organisation, le projet, on fait des formations de base. Ce sont des formations qui véhiculent les valeurs du projet, de l'organisation. Si nous sommes dans le travail en toute sécurité, on fait des formations de base sur la sécurité du travail. Si nous sommes dans la protection des données, on fait des formations sur la protection des données, ainsi de suite. Et puis, on présente les aptitudes et les comportements à adopter. Dans la charte d'équipe, on avait déjà précisé ça et on les présente pendant l'induction. Au besoin, les personnes vont signer pour attester qu'ils ont suivi l'induction. À quoi sert l'induction? Ça nous permet de niveler nos ressources parce que nos ressources viennent d'endroits, de lieux différents. Chacun a sa culture, son éducation, ses valeurs. L'induction vient dire, peu importe ce que tu avais, tu dois avoir tout ça. Tu dois avoir maintenant ceci. Donc, peu importe ce que tu avais, tu auras maintenant ceci. L'un a un, on a un membre quelque part qui va s'occuper de leur intégration et tout ça, ça réduit les turbulences. Dans la charte d'équipe, on a aussi les membres de l'équipe, on a les rôles, on a les critères de réussite et on a les standards de qualité. Comment on va constituer notre charte d'équipe? Premièrement, on va rassembler l'équipe. Deuxièmement, le brainstorming, c'est-à-dire qu'on va échanger les idées, on va faire travailler notre cerveau pour collecter toutes les demandes de l'équipe. La consolidation, on va rassembler tous les éléments importants et puis on va affiner les éléments recueillis. Voici un exemple de charte d'équipe. Oups. Voici un exemple de charte d'équipe et ici on a les règles de comment on travaille, les valeurs et les comportements adoptés. Sorry. Donc ça, ce sont des exemples de charte d'équipe. Le plan de gestion des ressources nous dit comment on va gérer les ressources, comment on va les acquérir. On l'appelle aussi le plan de gestion des équipes. Le plan de gestion des ressources donc contient une partie du plan de gestion des projets et c'est très utilisé dans l'approche traditionnelle. On a les besoins, on avait déjà parlé de tout ça. Donc, on a les besoins, comment acquérir les ressources, les rôles et responsabilités des ressources, euh, comment on va gérer nos équipes, les plans de formation, comment on va former nos équipes, comment on va développer l'équipe, comment on va faire les reconnaissances et le calendrier. On a plusieurs méthodes pour acquérir les ressources. On peut faire la préaffectation, c'est-à-dire qu'on a déjà des ressources. C'est le même domaine. Nous sommes dans la construction. Dans l'entreprise, on a déjà des ingénieurs en construction, déjà des maçons. On sait déjà au départ
que nous allons utiliser ces ressources-là. On fait juste une discussion préliminaire avec les ressources. Comme ça, quand on va démarrer la planification, on les recrute directement. Ensuite, on a le recrutement, on en a parlé. Ensuite, on a le recrutement. Dans le recrutement, on va produire des justifications. On va dire la date souhaitée, la durée, ainsi de suite. Et on peut aussi acquérir des contractants. On a plusieurs méthodes pour acquérir. On peut négocier avec les managers pour acquérir des ressources. On peut acquérir des équipes virtuelles. On peut faire la mobilisation. On en a déjà parlé. Ensuite, on a les rôles et responsabilités qui viennent du périmètre du projet. Comment on représente les rôles et responsabilités? On peut représenter les rôles et responsabilités par un organigramme des ressources. L'organigramme explique les responsabilités clés de chaque rôle. Donc, on peut avoir un organigramme. On représente l'organigramme en utilisant une matrice RAM ou Raki. Voici comment se présente la matrice RAM. Raki, c'est un cas particulier de la matrice RAM, c'est-à-dire que nous avons des ressources qui sont responsables pour une tâche, c'est-à-dire qu'elles vont participer dans la réalisation de cette tâche. OK. Euh, voilà. Ces ressources sont informées, donc elles ne participent même pas à la réalisation du travail. Nous allons définir comment gérer nos ressources. Quels éléments nous définissons? Donc, l'approche de, de direction de l'équipe projet. Comment est-ce que nous allons gérer l'équipe? Quel type de leadership on va utiliser? Euh, c'est quel type d'autorité que nous allons utiliser? On va définir les types de performance. Comment nous allons mesurer la performance des ressources? Comment nous allons gérer les conflits? Comment nous allons gérer les anomalies? Donc, en cas de problème, une ressource ne fait pas son travail. Comment nous allons gérer cela? Comment nous allons organiser les différentes réunions? Euh, Comment nous allons rapporter sur le travail qui a été fait? Comment nous allons libérer les ressources humaines? Et toutes ces directives vont tenir compte de l'organisation, parce que l'organisation a peut-être déjà des directives. On va peut-être emprunter de l'organisation, emprunter de comment l'organisation gère ses ressources humaines. On va définir aussi un plan de formation.
comment nous allons former nos ressources, c'est quoi les objectifs pour chaque formation. On a plusieurs types de formations. On a des formations dans une classe avec un instructeur. Ces formations peuvent être internes, c'est-à-dire quand l'instructeur vient, c'est-à-dire que c'est au sein de l'organisation qu'on fait la formation. Ça peut être externe. Les formés doivent aller en dehors de l'organisation. On peut utiliser des ateliers de travail pour former. On peut aussi engager un expert qui vient, qui travaille avec les personnes qui doivent être formées. Ces personnes apprennent du travail que fait l'expert. On appelle ça du learning by doing. On peut aussi faire des stages de professionnalisation pour former. Et les formations, on a des formations pour les ressources. On a aussi des formations pour les bénéficiaires du projet parce que ce qu'ils vont utiliser, ce qu'on leur fournit, peut-être que ça nécessite une formation pour utiliser. La formation du bénéficiaire se déroule quand on a déjà réalisé le produit. On peut aussi le faire plus tôt, pendant qu'on réalise, mais c'est proche de quand on a réalisé le produit. Et on peut faire un plan de formation comme ça. On a le type de formation, le nom, l'objectif attendu, les collaborateurs, c'est quoi la fonction des collaborateurs, la durée de la formation, la date, les coûts de la formation et comment on va financer. On peut aussi produire un plan de développement. Comme on l'a dit, c'est le plan qui permet de définir la progression. Le développement évolue sur deux volets. Le développement, c'est ce que le projet veut pour la ressource. Donc, on veut que la ressource apprenne plus. On veut que la ressource apprenne plus afin de pouvoir. On veut la ressource apprenne plus afin de pouvoir réaliser notre projet. Développer, ça peut être aussi ce que la ressource veut pour son métier. Donc, ça ne regarde pas son projet, mais ça regarde sa carrière, son métier. On veut que la ressource apprenne plus pour se développer personnellement. Pas pour le projet, mais personnellement. Et la ressource, quand on fait ça pour une ressource, elle se sent considérée, elle est motivée pour faire le travail. Un plan de développement peut avoir plusieurs plans de formation. Ou ça peut avoir un plan de développement de carrière. Donc, il faut marquer ce qui est visé plutôt que marquer les moyens pour y arriver. Faut se concentrer sur ce qu'on vise dans le développement. Par exemple, un maçon, ce qu'on vise, c'est qu'il soit expert aux grands ouvrages au premier trimestre. À la troisième année, on vise qu'il devienne architecte. Alors, on le forme comme ça. On peut aussi faire des plans de reconnaissance. Dans les plans de reconnaissance, on va reconnaître le travail qui a été bien fait, on va reconnaître les bonnes performances, mais on doit éviter de reconnaître arbitrairement parce que ça peut créer c'est une source de conflit, reconnaître arbitrairement. Il faut des critères. Donc, on doit définir un plan de reconnaissance. Dans ce plan, on a les types de reconnaissance. Est-ce qu'on a des reconnaissances informelles? Un simple bien fait, good job, félicitations. Ou on a des reconnaissances formelles. On va délivrer un brevet de mérite. Ou on a des reconnaissances primées. On peut délivrer un brevet de mérite et puis on paye. Ou on a des reconnaissances brevetées, donc on délivre un brevet. Ou on a des reconnaissances publiques. On vous diffuse, on vous annonce partout. Dans le plan, on va définir aussi les critères de reconnaissance. Les critères sont basés sur la performance. Quelles performances vont permettre qu'on reconnaisse quelqu'un qui a bien fait son travail? On aura aussi les types de prix. Ça peut être une promotion, ça peut être une reclassification,
à une catégorie supérieure. Ça peut être un bonus, ça peut être un horaire flexible. Peut-être vous aviez un horaire figé, on vous donne un horaire flexible. Ça peut être plus de jours de repos. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre pour une reconnaissance. Et on définit aussi le calendrier des évaluations. Quand est-ce qu'on évalue pour reconnaître quelqu'un? Donc, voici un exemple de plan de reconnaissance qu'on peut utiliser. Et le calendrier de ressources contient les horaires de travail. Quand est-ce qu'une ressource travaille? Quand est-ce qu'on peut utiliser une ressource? Les périodes d'utilisation. Est-ce qu'elle sera en congé à un moment donné? Quand est-ce que la ressource sera absente? Et on obtient ça quand on associe les délais des tâches à la capacité des ressources. En fonction de cela, on sait voir si la ressource sera disponible, quand elle sera disponible, ainsi de suite. Ça peut aussi définir le plan d'affectation des ressources. On affecte quelles ressources, quand, pour quel travail. Ça donne une vue globale de comment on va utiliser les ressources. On sait déjà que tel C ne sera pas là, tel sera parti, tel sera là, ainsi de suite. Donc, voilà un peu pour récupérer notre session. Donc, on n'a pas, on n'est pas passé par la définition de l'importance du projet. On a parlé de la formation de l'équipe et on a parlé de la zone de turbulence des équipes. Donc, merci à tous. Euh, Je repasse le micro à Didier. On peut passer aux questions. Ok. Merci André, merci pour cet exposé. Alors, il y a quelques questions. En tout cas, n'hésitez pas à poser encore plus de questions. Il y a suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions concernant le sujet. Alors, il y a une question, euh, une personne qui demande, c'est quoi la différence entre un protocole d'accord et un accord de principe? OK. Bon, le protocole, la différence, c'est plus dans la formalisation et euh, la nature juridique des deux. L'accord de principe est informel à la base. L'accord de principe est informel, c'est-à-dire que nous nous sommes mis d'accord sur, sur certains aspects. Ça peut être le partenariat, ça peut être un contrat. On s'est mis d'accord sur un aspect sans avoir formalisé notre accord. C'est ça l'accord de principe. Mais le protocole d'accord, c'est beaucoup plus formel. Là, c'est un document que nous avons produit pour matérialiser nos accords. Donc, on s'entend que nous allons faire comme on a écrit. Et le protocole d'accord, c'est pour un partenariat. On s'entend que nous allons travailler comme nous avons écrit. Moi, je vais apporter ceci, toi, tu vas apporter cela. Et là, c'est beaucoup plus formel, c'est un document que nous allons signer. Nous allons signer. S'il faut le légaliser, nous allons le légaliser. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je crois que oui. Euh, il y avait une autre question. Euh, Avez-vous des outils de gestion d'équipe à conseiller? Les outils de gestion d'équipe à conseiller pour gérer les équipes projet. Déjà, les outils de gestion de projet.
Les outils que nous connaissons de gestion des projets permettent de gérer les équipes. Microsoft Project, Trello, ça permet de gérer les équipes. Maintenant, nous avons aussi certains outils de gestion des ressources humaines qui peuvent permettre de gérer les équipes. Donc, ça peut vous permettre d'enregistrer, par exemple, les performances des équipes, d'enregistrer les personnes avec leur rôle. Ça peut vous permettre d'enregistrer euh, d'enregistrer les, j'ai parlé des performances, des rôles. Donc, c'est à la base ce genre d'informations que ça peut permettre d'enregistrer. Il y a des petits outils de gestion des ressources humaines, on en trouve plusieurs sur Internet, même de gratuits. D'accord, merci. Je crois que c'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y a une autre question. OK. Il arrive que tout ne se passe pas comme prévu dans un projet. Quels sont les imprévus auxquels on fait face dans la gestion d'équipe? Le premier imprévu auquel on fait face dans la gestion d'équipe, c'est la gestion des conflits. Ça, c'est très fréquent. La gestion des conflits est le premier parce qu'on se retrouve dans une situation où euh, deux ressources ou plusieurs sont en conflit, entrent en conflit, euh, ils ne s'entendent pas, ou chacun, conflit, ce n'est pas seulement un aspect agressif, ce n'est pas seulement des gens qui veulent se battre ou qui veulent se disputer. Conflit, c'est aussi et surtout deux personnes qui ont des choix différents, des approches différentes, des, des solutions différentes. Il faut qu'on choisisse une solution parmi les deux. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est l'indisponibilité des ressources. On a tout planifié comme il faut, mais on n'a pas de ressources disponibles. Quand on n'a pas de ressources disponibles, soit on cherche des ressources pour les remplacer, ça peut impliquer d'augmenter nos coûts. On doit discuter avec un structure de pilotage s'il faut augmenter nos coûts. Soit on retarde notre projet. Ça va impliquer aussi de discuter avec nos structures de pilotage. Le troisième élément qui peut faire qu'il y ait des imprévus, c'est les ressources qui ne sont pas performantes. Il n'y a pas de performance. Le manque de performance, ça peut être dû au manque de motivation. S'il n'y a pas de motivation, là, on doit utiliser des techniques pour motiver. La plus grande approche pour motiver une ressource, c'est que la ressource comprenne l'impact de son travail. Quand une ressource comprend l'impact de son travail sur le projet, sur l'organisation, quand une ressource comprend que son travail va révolutionner les choses, va changer les choses, même sans argent, la ressource devient motivée. La deuxième technique pour motiver, c'est euh, les storytelling, comme on dit. Raconter des histoires. Une histoire épique. Comment est-ce qu'on avait géré un projet? Comment on avait connu tel problème? On a fait ceci. On explique. Ça peut motiver une ressource. Et la troisième technique, bien entendu, c'est donner à la ressource dont elle a besoin. Généralement, dans nos pays pauvres qui coûtent cher, donner à la ressource dont elle a besoin, c'est l'argent. Donc, voilà pour répondre à cette question-là. Ok. La charte d'équipe est élaborée à quelle phase de la gestion de projet? On élabore la charte d'équipe soit, mais très souvent pendant la planification, soit pendant l'exécution. Disons chronologiquement, ça doit se passer au moment où on est en train de planifier tout le projet. Mais ça peut se passer aussi au moment où on est en train d'exécuter le projet. Parce que constituer notre équipe projet, c'est déjà l'exécution. Donc, une autre question, quelle méthode peut-on utiliser pour résoudre des conflits? Je crois
On a déjà fait un épisode sur la résolution des conflits, je pense. Pas encore. Pas encore, hein? OK. Oui. Bon, on n'anticipe Euh, pas. je pense qu'on va en parler aussi le jeudi prochain, mais il y a 5 approches, 5 stratégies pour résoudre les conflits. Parce qu'il y a la stratégie où on donne raison à l'une des deux parties. Il y a la stratégie où on donne raison à aucune des deux parties. On choisit le compromis. Donc, chacun doit faire des concessions. Il y a la stratégie euh, on, euh, euh, où on prend ce que les deux parties ont dit. Donc, il y a 5 stratégies pour résoudre les conflits. On va en parler en long et en large à la prochaine session. D'accord. Je crois que c'était la dernière question. Ah, il y a une autre question. Dans le processus de réalisation du projet, le chef de projet a-t-il le libre choix de choisir sa méthodologie en fonction de la nature du projet ou est-ce qu'il doit nécessairement suivre les approches classiques? Oui, le chef de projet est le maître de son projet. C'est lui qui estime que pour réaliser ce projet, je dois faire comme ça. Donc, c'est à lui de choisir. C'est vrai que dans beaucoup de projets, beaucoup de gens vont choisir l'approche classique. Par exemple, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas encore l'approche agile. Beaucoup de gens vont choisir l'approche classique. Ils vont se dire l'approche agile, bon, ça c'est compliqué. Moi, comment je peux faire réaliser chaque mois, c'est cela, c'est compliqué. Ils vont choisir l'approche classique. Mais c'est au chef de projet de choisir l'approche qui lui convient. Parce que quand le projet va échouer, c'est lui qui va répondre. Alors, faut lui laisser le choix de choisir ce qui lui convient pour que le projet réussisse. D'accord. Je crois que c'est tout ce qu'il y a comme question OK. pour ce soir. Euh, ok. C'est tout ce qu'il y a comme question pour ce soir. Euh, c'est vraiment une séance de récupération, hein. Oui. Ok. Alors, je vous remercie. Voilà. Et pas une dernière question. Bon, une autre question, hein. Les parties prenantes peuvent-elles influencer le choix de l'approche? Oui, les parties prenantes peuvent influencer le choix de l'approche, mais c'est seulement influencer, hein, parce que le chef de projet va décider. Peut-être en tant qu'expert, les experts, par exemple, les experts peuvent influencer, elles peuvent dire que c'est mieux cette approche-là. On ira plus vite, on va répondre plus vite. Dans ce sens-là. Elles peuvent conseiller en tant qu'experts pour donner la meilleure pratique pour ce genre de projet. Mais ce n'est qu'une influence. C'est le chef de projet qui choisit ce qui lui convient. Parce que à la fin, on ne dira pas que c'est la faute des experts. On dira que c'est la faute du chef de projet. Ok. Euh, d'accord. Et bon, pour ce soir, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Il y a encore une question et je vois encore des mains levées. Bon, les mains levées, malheureusement, posez vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Euh, ou dans le menu questions et réponses, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra y répondre sans problème. Alors, que pensez-vous des opposants et alliés dans un projet? Euh, je pense qu'on en avait parlé lors du troisième numéro de Focus, quand on a parlé des parties prenantes. Euh, les parties prenantes sont les plus grands opposants et alliés d'un projet. Et
On a parlé d'un modèle de classification des parties prenantes qui était le cube. On avait d'abord parlé d'un modèle de pouvoir-intérêt. Donc, on voit les parties prenantes en fonction de leur niveau d'intérêt pour le projet et leur niveau de pouvoir pour le projet. On a divisé en quatre. On a dit pouvoir élevé, intérêt élevé, pouvoir faible, intérêt élevé, pouvoir faible, intérêt faible, pouvoir élevé, intérêt faible. Maintenant, on avait parlé aussi du cube des parties prenantes, qui est une autre classification. C'est-à-dire qu'on prend le pouvoir-intérêt, mais on le met en trois dimensions. On ne regarde pas que le pouvoir et l'intérêt, on regarde aussi l'attitude. Est-ce que c'est une partie prenante qui a une attitude positive face au projet? Est-ce que c'est une partie prenante qui a une attitude négative face au projet? On identifie ceux qui ont une attitude positive et ceux qui ont une attitude négative. Pour ceux qui ont une attitude négative, en fonction des quatre branches d'attitude négative, parce qu'on aura attitude négative, pouvoir élevé, intérêt élevé, attitude négative, pouvoir faible, intérêt élevé, attitude négative, ainsi de suite. Donc, pour les quatre catégories, on a une série d'actions à adopter pour chaque catégorie. Et ces actions, nous les planifions. Nous savons que ceux-là seront nos opposants. Voici les actions qu'on va faire pour qu'ils ne freinent pas le projet. Parce que notre crainte par rapport aux opposants, c'est qu'ils freinent le projet. Donc, si vous pouvez revoir le troisième numéro de Focus, on en a parlé en long et en large. Ça va vous permettre ça va vous donner une idée sur comment faire avec les opposants en fonction de leur catégorie. Parce que quand c'est un opposant qui a pouvoir faible, intérêt faible, il n'a pas beaucoup d'impact sur un projet. Mais quand c'est intérêt élevé, il a un impact sur un projet. Quand il a pouvoir faible, intérêt élevé, il faudra intensifier les communications, les campagnes, au besoin faire même des petites vidéos où vous expliquez les bienfaits. Donc, ils ont besoin de comprendre le bien fondé du projet. Quand c'est pouvoir faible, intérêt élevé. Quand c'est pouvoir élevé, intérêt élevé, bon, là, vous serez en train de cajoler parce que celui-là, il a un intérêt élevé, il peut décider d'arrêter le projet. Donc, voilà. D'accord, ok. Je dois juste spécifier que par rapport à la gestion des parties prenantes, il faut aller dans le focus, le deuxième numéro de focus, et puis le 12e numéro, avec le numéro du mois de mars. Je Exactement. partage le lien dans le chat. Le numéro du mois de mars avait été animé par une dame qui s'appelle Nathalie Besnier et qui avait parlé des parties prenantes. Mais aussi, lors du deuxième numéro, nous avions abordé aussi l'aspect sur les... nous avions aussi parlé des parties prenantes. Voilà un peu. Voilà un peu. Et je partage les deux numéros dans le chat de, dans le chat pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de les revoir. Donc, je crois qu'on est arrivé au terme de notre séance de ce soir, de notre webinaire de ce soir. J'espère qu'il vous a plu. Alors, n'oubliez pas les rendez-vous. N'oubliez pas les rendez-vous, à savoir la formation. Nous aurons deux sessions de formation en gestion de projet qui sont organisées par un partenaire du chapitre qui s'appelle K majuscule et il s'agit du 24 au 25, de 9h à 15h, et puis du 31 au 1er septembre, du 31 août au 1er septembre, toujours à la même heure. Ce sont des week-ends, et donc profiter pour, vous pouvez profiter pour
vous former en gestion de projet. En dehors de ça, nous aurons notre séance du mois d'août, notre épisode du mois d'août de focus sur la gestion de projet, qui aura lieu le jeudi prochain à la même heure, c'est-à-dire de 19 heures à 21 heures. Alors, pour ce qui est des PDU, je crois que vous aviez eu à remplir le formulaire d'inscription et je vois que pour, dans le formulaire, vous avez eu à renseigner votre numéro, votre PMI ID. Euh, et donc, les PDU seront reportés automatiquement sur votre PMI ID si vous avez rempli le formulaire. Sinon, si vous n'avez pas rempli le formulaire, veuillez écrire au chapitre. Le numéro a été partagé tout à l'heure. Veuillez écrire au chapitre et nous trouverons une solution pour vous. J'ai dit qu'il y a formation, la formation organisée par un partenaire du chapitre qui s'appelle K majuscule et qui aura lieu du 24 au 25 août de 9 heures à 15 heures. Et pour ceux qui ont envie de suivre cette formation, j'ai partagé le numéro de K majuscule pour qu'ils puissent se contacter. Une formation en gestion de projet. Voilà, nous sommes à la fin. Je tiens à remercier tous les volontaires qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Et surtout, je tiens à remercier tous les participants. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et surtout, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes pour qu'elles puissent se former gratuitement en gestion de projet pour avoir des webinaires gratuits en gestion de projet. Je vous donne rendez-vous, donc je vous ai donné les différents rendez-vous. Et surtout, j'ai failli oublier, je tiens surtout à remercier André, notre formateur de chaque mois. Merci beaucoup, André, pour, Merci euh, aussi. pour, pour cette séance. Un dernier mot. En tout cas, merci à tous. Comme nous le répétons toujours, n'hésitez pas à inviter aussi des amis, des collègues. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre de contenu. N'hésitez pas à les inviter, c'est gratuit de toute façon. Euh, s'ils peuvent joindre aussi, qu'ils apprennent quelque chose, ça va beaucoup nous faire plaisir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Et rendez-vous pour ceux qui vont suivre la formation le week-end. Sinon, le rendez-vous mensuel, c'est le jeudi prochain de 19 heures à 21 heures. Bonne soirée à tous.